C'est bon? Il ne manque plus personne? Non. Personne là-bas? Elle est partie? D'accord, d'accord. Allez, on va reprendre ça. Tout à l'heure. Donc là, on a fini la loi de coproduction conditionnée. Vous avez bien compris maintenant les étapes qui se succèdent. Vous avez bien compris. Et tout ça, quand vous allez méditer, vous allez voir que les 12 maillons s'enchaînent à une vitesse très, très, très élevée. Tellement élevée que des fois, vous ne voyez même pas, parce que ça démarre souvent au niveau du contact. Hein. D'accord? C'est là que ça commence. Donc quand vous méditez, faites attention à ce niveau-là. Ici, tout ce qui est avant là, ça représente un petit peu la disposition naturelle des agrégats. Vous voyez? Sur les premières lignes, l'ignorance, etc., c'est comme on présentait les acteurs. C'est comme si on présentait les acteurs. Puis à partir du contact en triade, et là, ça y est, les acteurs entrent en jeu. Ils vont entrer en jeu deux par deux, mais toujours avec le chef de file, la conscience. L'esprit qui attrape un agrégat et pop, 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 ça y est, ça part. Hein? Toujours en duo. Esprit, corps, esprit, émotion, esprit, pensée. À chaque fois qu'il y a ce contact ici, ça y est, tout ça, ça s'enchaîne très vite. Tout ça, ça s'enchaîne très vite. Et donc le but, c'est d'aller voir ça. Pourquoi il faut aller voir ça? C'est pour aller découvrir la réalité de ce qui est faux. La réalité de l'illusion. Donc nous, on pensait que tout ça c'est à nous. Émotion, pensée, corps. Et lorsqu'on voit qu'une émotion, elle apparaît là, ça s'enchaîne toujours vers la mort de l'émotion. Lorsqu'on a une pensée qui vient dans le contact, eh bien, cette pensée-là va suivre ce schéma et elle va finir par mourir. À chaque fois donc, si une émotion, une pensée liée au futur ou au passé naît et meurt, vous voyez la suite de l'existence partielle ici. On va continuer dans le deuxième tableau. La suite de ça va nous amener à comprendre que les 5 agrégats, d'accord, que je vais appeler ceux-ci, n'est pas à moi. Parce qu'au départ, le problème à nous tous, c'est qu'on pense que c'est à nous. C'est parce qu'il y a l'ignorance qui nous couvre et qui nous voile cette vision profonde que nous ne voyons pas que ce n'est pas à nous. Et à travers la méditation, lorsque vous commencez à voir une pensée naître et mourir, une émotion naître et mourir, et ainsi de suite, à la longue, vous allez comprendre que, dis donc, je ne fais rien et une pensée naît. Je ne fais rien et une pensée meurt. Et en fait, ça naît et ça meurt sans que vous ayez quelque chose à déclencher. Vous ne déclenchez rien, puis ça vient. Vous ne déclenchez rien, puis ça meurt. Ceci va nous amener à comprendre que
si quelque chose naît et meurt, mais ça ne peut pas être à moi parce que je ne contrôle rien là-dedans. Si c'était à moi, j'aurais pu freiner la mort d'une belle pensée, par exemple. Et comme je ne peux rien freiner, ça veut dire que je n'ai pas d'action sur ce qui défile à l'intérieur de moi. Et si quelque chose n'est pas à moi, bien sûr, ça ne peut pas être moi. Donc, ceci, du coup, n'est pas moi. Et ceci n'est pas mon propre moi. Pour voir ces trois lignes, on va utiliser, je ne sais pas si vous vous souvenez, la conscience juste. Pourquoi on va utiliser ça? Je reviens à ce tableau. Donc par rapport à la question d'Éric tout à l'heure, la numéro 2, il voulait venir sur les 4 nobles vérités. Ici, on a la désagrégation. On avait dit que pour que quelque chose se désagrège, il faut que cette chose naisse. Vous vous rappelez? Donc, la désagrégation va demander une naissance du phénomène. Ce qui naît, on avait dit, finissait par mourir. Donc c'est la mort. D'accord? Ça veut dire que lorsqu'un agrégat va naître avec une pensée, cette naissance va être le départ. Tout finit par mourir. C'est comme si ici, on avait compris que c'était la maladie dans la vie. Ça va être les causes, puisque la naissance est la cause de la désagrégation. Donc ça, on va déterminer dans le diagnostic médical les causes de la maladie. Ça peut être viral, ça peut être bactérien, ça peut être des champignons, ainsi de suite. Ça peut être je ne sais quoi encore. Et si on a bien diagnostiqué, alors on va exterminer la maladie. On va éteindre la maladie. Donc on sait que quand on connaît les causes, alors on peut éteindre le phénomène en éteignant la cause. Et pour cela, on va utiliser les outils pour neutraliser la maladie. Puisque le but ultime du bouddhisme, c'est de cesser de se désagréger. On ne veut plus de ce cycle de vie, de mort, de vie, de mort. Vous comprenez? Donc on va devoir éliminer la maladie. Ça c'est la maladie, on doit l'éliminer. Et pour l'éliminer, on a besoin de connaître les causes qui font naître la maladie. Et comme on doit éliminer la maladie, au final, on va utiliser les outils pour faire en sorte que la maladie disparaisse. Alors cet outil-là s'appelle comment? Voilà, l'octuple noble, l'octuple sentier noble, pardon. Vous vous rappelez de ça? Non, vous ne vous rappelez plus. Alors les uns oui, les autres non. Donc on va utiliser cet outil pour aller guérir la maladie, c'est-à-dire on ne veut plus de désagrégation, donc on va sortir de ça, on va sortir de la maladie. Les outils, donc dans l'octuple sentier noble, est-ce que vous vous souvenez de tout? Oui. Les 8. Allez, je vous écoute. Parole juste, pensée juste. Allez, dans l'ordre. Dans l'ordre. Pardon? La vision. La vision. Alors, la vision juste. Et puis, Pensée.
La pensée. Pardon? Parole. Assiduité. Avant. Action juste. Oui. Action. Assiduité. Avant encore. Voilà. Moyen d'existence juste. Et puis, Assiduité. assiduité. Pareil. La concentration. Juste. Avant. Conscience. Oui. Conscience juste. Et concentration juste. Est-ce que vous arrivez à voir? Non, On voit rien. C'est vrai? On voit rien du tout? Le vert, c'est mieux. Le vert, c'est mieux? L'écran, il gêne. Voilà. Ouais, il faut que tu éteignes. La lumière de l'écran. Ah ouais. Donc le- Éteins juste l'écran. Non, non, pour le projecteur comme ça. Et s'il éteint juste l'écran, tu rallumes On l'écran. peut pas. T'as pas un bouton pour les... Ah oui, c'est vrai, oui, attends. Oui, t'as raison. Oui. Mais ça, en fait, ça vient de là. Ah, Il faut éteindre le rétro. Alors, je vais vous répéter ça. C'est vision juste, pensée juste, c'est bon, parole juste, action juste, moyen d'existence juste, assiduité juste, conscience juste et concentration juste. Alors donc on va utiliser la conscience juste pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui se trouve là? Qu'est-ce qui se trouve là-dedans? Vous vous rappelez ou pas? Dans la conscience juste. Non, ça ne vous dit plus rien. Plus du tout. Eric? Bah, c'est pas les animaux, enfin, les six sens, quoi. Quel outil on va utiliser ici? Dans la conscience juste. Qu'est-ce que la conscience juste? La stabilité. Voilà, la stabilité. Vous vous rappelez? Les quatre formes de stabilité de la conscience. Donc les quatre formes de la stabilité de la conscience, c'est-à-dire que on va méditer, vous vous rappelez, premièrement, on peut méditer sur le corps. On peut méditer sur les émotions. On peut méditer sur l'esprit. Et on peut méditer, quatrièmement, sur justement la réalité. Alors la réalité, c'est égal aux trois caractéristiques de l'existence. D'accord? On voit naître, vivre un temps et mourir. D'accord? On voit, est-ce que vous voyez, monsieur? Corps, émotion, esprit et réalité. Esprit, c'est avec un petit E ou un grand E? Comme vous voulez. Non, c'est pas la même chose. Donc, un grand E, alors, si vous voulez. En fait, c'est l'agrégat. On parle de l'agrégat. On parle de l'agrégat. Alors, je vais vous projeter. Attendez. Pour que vous voyez.
Alors, c'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Voilà, c'est ça. Est-ce que vous vous rappelez de ça? Oui. Ça y est, ça vous dit? Donc, c'est un petit peu ce qu'on avait fait dans la deuxième conférence, et on a mis un petit peu en pratique dans la troisième sur la méditation. Alors, je vous avais promis, lors des précédentes conférences, qu'on allait parler de la stabilité de la conscience dans l'esprit. Vous vous rappelez? On n'en avait jamais parlé de ça. On a parlé mais sur l'équanimité, sur le corps, et là, on va aller sur l'esprit. Voilà, c'est ici. Comment? Virer ça. Sur la petite flèche. Sur la petite flèche le long de la barre qui monte et qui descend. Ici? Non, de l'autre côté. Ah, ici? Non. Non. Non, de l'autre côté. De l'autre côté. Ah oui, juste là. Non, l'autre. Ah, ici, là. Oui. Ok. Voilà. Donc, dans la stabilité de la conscience, dans l'esprit, donc on va donc voir l'esprit. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a jamais fait jusqu'à maintenant. Et donc, on va ajouter ça dans les détails de notre révision. Alors, je vais prendre le verre. Il est mieux. Pour que vous puissiez travailler sur l'esprit, vous allez devoir étudier les propriétés de l'esprit en premier lieu. Alors, quelles sont-elles? Qu'il n'a rien tout seul déjà. Les propriétés de l'esprit. Premièrement, on en avait dit tout à l'heure que l'esprit allait très vite. Vous vous rappelez? Donc, il y a une grande vitesse. C'est pas mieux. C'est pas mieux. C'est pas mieux. Non. C'est là, c'est mieux. Ouais, c'est mieux. Ouais, tout à fait. Oui, salut. Or, l'esprit se déplace à une vitesse incroyable. Et c'est pour ça que on avait dit que lorsque l'esprit s'agrippe à un agrégat, par exemple au corps, vous demandez à l'esprit, allez, je vais venir sur le corps. Donc l'esprit, à ce moment-là, devient la conscience, d'accord? Celle qui sait. Je sais que je suis dans mon corps, via la respiration. Pour certaines personnes, ça ne dure même pas 5 secondes. Même pas 4 des fois. Et, poum, ça y est, un autre esprit, E1, ici on va dire E0, on démarre là, va partir sur... va s'agripper à une pensée, par exemple. Et la pensée peut être multiple, hein, et ça va très vite. Ça va très vite. Ça peut être ce que vous avez fait dans la journée, ce que vous aurez à faire demain, ce que vous n'avez pas fait, des regrets, des déceptions, la joie. Donc ça va partir dans les pensées, dans les émotions, très 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 vite. Donc ça, c'est la première propriété de l'esprit. Deuxièmement, il va loin. Il va loin. Une petite parenthèse pour Olivier Bernard, parce qu'il aime bien les mots. Donc j'ouvre une parenthèse, parce qu'il aime bien, il étudie les sanskrits. Alors en pali, aller loin, ça se dit
Tulang kamang. Alors je vais écrire pour que vous puissiez. Tulang, ça vient du mot télé. D'accord? Tulang, ça vient de télé. Et kamang, ça veut dire aller. Donc, ça veut dire aller loin. Alors, il va loin, premièrement, dans l'espace. Vous voyez, quand vous êtes assis ici, si je vous demande d'atterrir tout de suite en Australie, vous allez pouvoir le faire. Regardez, vous allez très loin et plus vite que l'avion ou la fusée, n'est-ce pas? Ou si je vous demande d'aller dans un pays d'Amérique du Sud, tout de suite, vous pouvez imaginer un pays, un endroit, peut-être que vous avez vu ou que vous avez visité, ainsi de suite. Donc, il va très loin dans l'espace. Il peut même sortir de cette Terre pour aller sur différentes planètes ou même dans le trou noir. Ok? Deuxièmement, non seulement il va loin, qu'est-ce qu'il fait encore? Il va loin dans le temps. Il va loin dans le temps, c'est-à-dire en une fraction de seconde. Vous pouvez retourner à votre vie lorsque vous aviez 10 ans, 11 ans, 15 ans, ou des souvenirs de 20 ans. Donc ça va très vite, ça va loin dans le temps et dans l'espace. Alors, troisième propriété de l'esprit. Il ne se produit qu'une séquence à la fois. Alors, pour Olivier Bernard encore, parce qu'il en raffole. Eka Charan, d'accord? Eka Charan, en pali, Eka veut dire un. Charan, ça veut dire circulation. Donc l'esprit ne peut, par exemple, emprunter le corps et prendre le chemin du corps, mais pas en même temps les autres. Un agrégat à la fois. Une séquence d'esprit à la fois. Voilà. Donc, l'esprit va s'associer à un agrégat à la fois. Quatrièmement, l'esprit n'est pas visible, n'est-ce pas? L'esprit est invisible. Donc, sans corps physique. Là, ça va être une première difficulté pour détecter l'esprit. Vous ne le voyez pas. Comment faire? Je médite. Est-ce que je peux voir l'esprit? Comment je fais, puisqu'il est invisible? Parce que les autres, je sais qu'ils naissent, ils vivent, ils meurent. Les émotions, les pensées, le corps. Mais là, comment je vais voir? Mais Non. les agrégats, naissent grâce à l'esprit, à la conscience. Ah, alors Eric, il a la solution. Il dit que les agrégats naissent, vivent et meurent
grâce à l'esprit. Ça veut dire que si vous voyez une émotion à l'intérieur de vous, si vous ressentez à l'intérieur de vous une émotion, vous savez que l'esprit est dedans. D'accord? Si vous observez en train de penser, vous savez qu'il y a la conscience dans le couple. Alors, cinquièmement, si je dois traduire la phrase en pali, ça veut dire grotte. Il y a la grotte. Et dans la grotte, vous avez des supports pour vous asseoir, d'accord, et pour vous allonger. Voilà, pour vous asseoir et pour vous allonger. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Là, C'est le récepteur et le stimule. pourquoi le Bouddha dit que dans la propriété de l'esprit, alors je vais donner une phrase. Il faut revenir à la grotte, qui représente les supports, d'accord? Qui reprend les supports pour que vous puissiez vous asseoir et vous allonger. Alors, quand on a des supports pour s'asseoir, s'allonger, alors on va dire que c'est notre demeure, c'est notre maison. On revient à la base. Où est la base? Madame, par rapport à votre question, c'est pour ça que je me tourne vers vous. Tout à l'heure, vous avez posé une question. Comment? Le corps. C'est le corps qui est la grotte. Donc c'est agrégat corps qui est la grotte. Je vais vous expliquer après. Alors déjà, on voit ça. On voit ça. Quand le Bouddha il dit que ça va vite, ça va loin. Mais il n'y a qu'une séquence à la fois. D'accord? Une séquence à la fois. Alors ça va très vite, hein? Je vais vous raconter. Par exemple, là vous êtes en train de m'écouter. Si vous cherchez à regarder le tableau, des fois en même temps que m'écouter, quelques mots peuvent vous échapper. N'est-ce pas? Parce que quand votre conscience visuelle vient cibler une phrase que j'ai écrite, ça veut dire que la conscience auditive, elle n'est plus là. Mais lorsque vous êtes en train de m'écouter, vous perdez aussi la conscience visuelle. Vous perdez également la conscience tactile. Vous voyez, vous ne sentez pas que les fesses sont collées à la chaise. Vous le sentez parce qu'on en a parlé. D'accord? Là, vous avez pris conscience. Et à ce moment-là, il n'y a pas ça, et ainsi de suite. Donc ça veut dire que, par exemple, vous voulez boire une tasse de café. Alors là, il y a déjà la pensée qui produit le désir d'aller faire, ou si c'est déjà fait, d'aller verser une tasse. Donc, il y a déjà la pensée qui va vous amener à faire une action. Là, on est dans le corps, on verse. Une odeur vient. Ça y est, là on est captivé par l'odeur du café. Ou la vision déjà. Regardez, une succession de cascades de la loi de coproduction conditionnée qui s'enchaînent à toute vitesse. Mais si vous êtes assez rapide pour observer ça, alors vous saurez que c'est une séquence à la fois. Séquence visuelle, séquence olfactive, séquence gustative avec le café. Quand je bois, j'entends plus. Quand je sens, j'ai pas le goût. Mais comme ça s'enchaîne très vite, vous avez l'impression que vous êtes en train de tout faire à la fois. Mais quand vous allez méditer, lorsque vous allez arriver à un niveau, vous verrez que
c'est séquence par séquence. Donc au départ, ça va très vite. C'est comme si vous avez mis un DVD pour voir un film et que vous avez mis à une vitesse accélérée à multiplier par 128 par exemple. Alors le film défile à une vitesse incroyable. Et à la fin, je pose la question, est-ce que vous avez compris l'histoire? Je veux dire, pas grand-chose. D'accord? Vous voyez défiler des acteurs, des actrices, et on ne comprend rien. Alors vous prenez la télécommande, vous faites, allez, seulement x64. Ah, c'est déjà mieux. Je vois les détails que je ne voyais pas avant. Allez, 32 maintenant. Oh, je vois encore plus de détails. 16, 8, 4. Allez, vitesse normale. Ah, je comprends mieux les choses. Et puis si après, je regarde encore au ralenti. Et là, c'est encore mieux. Je perçois des détails dans les déplacements, dans les expressions du visage, etc. Vous voyez que le film dont je vais vous parler, c'est là, au départ. Votre travail, peu à peu, c'est de pouvoir venir voir une séquence à la fois. D'accord? Et pour voir une séquence à la fois, vous allez devoir venir à cette cinquième propriété. Ça, et je m'explique maintenant. La conscience s'agrippe au corps. Premier couple, puisqu'on va installer la méditation. Première chose, on va revenir à la maison. C'est quand vous venez à la maison que vous savez que vous partez ou vous revenez, n'est-ce pas? Quand vous avez une résidence, un domicile qui est fixe, vous savez, quand vous allez travailler, vous dites « je vais ». Et le soir, vous dites « je reviens à la maison ». Donc, quand vous avez une demeure, il y a les sens, vous indiquez les sens. Aller et venu. Aller et venu. Vous comprenez? Eh bien, on va utiliser ce corps comme demeure pour voir que sans rien faire, ça s'en va, ça revient, ça s'en va, ça revient. Du coup, au bout de quelques secondes, pour les gens qui n'ont pas une conscience très développée, eh bien là, il y a distraction. S'il y a distraction, cette conscience numéro 2 qui contacte, par exemple, une pensée, numéro 1, pardon, qui contacte une pensée, va commencer à partir. Et vous ne savez pas encore, hein, quand vous méditez, hein, vous ne savez pas que vous êtes parti. Vous pensez que vous êtes en train de respirer, en train de suivre la respiration encore. Mais non, c'est déjà parti. Mais comme vous n'avez pas la conscience, parce que vous n'avez pas vu assez rapidement, donc il va vous manquer des séquences comme dans le film à vitesse rapide. À ce moment-là, lorsque vous commencez à vous ressaisir, je ne sais pas, ça peut être au bout de 30 secondes, 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, je ne sais pas. Ça dépend de la rapidité de votre conscience. Lorsque vous prenez conscience ici, alors au départ ça défile, ça défile, ça défile, ça défile. Et vous dites, oh, on arrête, ça y est. Là ici, qu'est-ce qui se passe? Quand on arrête, qu'est-ce qui se passe? Quand on prend conscience. Comme tout à l'heure, Monique, elle a dit, et si je sens l'effet sur la chaise? Elle a pris conscience, donc elle se voit sur la chaise. Et là, quand je pars avec une pensée et que je m'arrête là, je vois la pensée. Et je sais que quand je vois la pensée, là-dedans, il y a ce couple-là, conscience et pensée. Si maintenant je reviens dans ma grotte, parce que j'ai pris conscience que j'étais parti dans une pensée, vous me suivez toujours? Je reviens dans ma grotte, vous voyez, aller, revenir, aller et venu, aller et venu. À ce moment-là, cette conscience, ce couple C1, P1, d'accord, C1, P1, devient le passé. Est-ce que vous comprenez?
Et ce couple, on va dire maintenant, puisque c'est C0 tout à l'heure, maintenant c'est C2. Vous comprenez? C'est séquence par séquence. Je reviens ici, c'est C2 maintenant. Et là, C2 devient celui qui est dans le présent. Et là, regardez, celui qui est dans le présent voit celui qui est dans le passé en train de penser. Et bien là, l'esprit est en train de voir l'esprit. Vous saisissez? Est-ce que vous saisissez? C'est le delta qui. Parce que, en fait, C1, P1 est mort, puisqu'on revient à la maison. Justement, donc s'il C2, est mort, comment on peut le voir? C2, d'accord? C2, c'est à ce moment-là, quand j'arrête ma pensée, j'ai pris conscience. Oh, je suis en train de penser à hier. Là, je suis en train de voir la pensée d'hier. Donc, celui qui a pris conscience voit l'autre en train de mourir. Il est témoin, comme dit Ghislain. C'est compliqué ou pas? Non. Ça va? Séquence par séquence. Aller et venue. Alors, je reste ici, je reviens dans mon corps. Donc, je suis ma respiration. Je suis ma respiration. Alors, je ne sais pas combien de temps ça va durer dans l'échelle. Hein? Ça peut être encore 5 secondes, 10 secondes, 15 secondes, je ne sais pas. Et là, encore, distraction. Et là, je pars, je ne sais pas, dans une émotion. Alors, maintenant, c'est C3 avec une émotion. Et dans l'échelle du temps, ça poursuit, ça poursuit, ça poursuit, ça peut être 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Voilà. Je ne suis pas bien, j'ai pensé à une personne qui m'a fait du mal aujourd'hui, ou qui m'a énervé. Donc ça y est, l'émotion me revient. Dès que j'ai pris conscience, paf, dans l'échelle du temps. Ça y est, C3 devient le passé. Et maintenant, c'est C4 qui revient au corps encore. Le corps 4. Celui-là devient présent. Celui-là devient le passé. Alors attention, quand vous méditez, il y a une succession, d'accord? Il y a une succession de couples qui va à toute allure. Maintenant, vous avez compris que quand j'étais à C0 et que je viens à C1, C0 est mort. Ah, l'esprit meurt aussi. L'esprit naît et meurt en même temps que l'agrégat en question. Vous me suivez toujours? Je viens à C1, là, C1 vie, avec P1, une pensée. Dans l'échelle du temps, lorsque j'en prends conscience, paf, C1, P1, le couple meurt, au profit de C2 et corps 2. Puis, ainsi de suite. Puis, ainsi de suite. Mais là, tu nous dis qu'il y a systématiquement retour au corps. Alors, est-ce qu'on peut passer d'une conscience dans une pensée à une conscience dans une émotion sans revenir au corps? Alors oui, mais à un moment donné, le risque, ça c'est une erreur hein, dans la méditation. Le risque, c'est que je suis conscient de ça, je suis conscient de ça, je suis conscient de ça, et je commence à partir. Je ne suis plus... comment? C'est l'agitation. Voilà, c'est ça. Ça devient après une agitation à la longue. Ça, c'est une erreur dans la méditation. C'est pour ça que le Bouddha, il veut qu'on revienne dans la grotte. D'accord? On revient dans la grotte pour que ça soit tranquillement et s'allonger pour voir d'autres films. D'accord? Donc du coup, à chaque fois que vous reprenez conscience du corps, vous créez ce qu'on appelle la vertu. Vertu. Une vertu. C'est vertueux de venir dans ce corps. Parce que dans les pensées ou dans les émotions, le Bouddha, il ne veut pas qu'on y aille. Parce que ça crée trop de désordre à l'intérieur de nous. Des conflits, des afflictions. Donc du coup, il veut qu'on vienne se reposer là le plus possible. Alors moi j'ai une question, quand tu as un corps fait souffrir à cause de la maladie justement, Oui. comment on arrive à pouvoir
pouvoir revenir dans le corps. Enfin, Alors, comment on peut revenir? Alors, quand le corps est malade, on va reprendre ça. Non, c'est là. Le corps n'est pas un moi. Il a mal. C'est le corps qui a mal, mais pas moi. C'est pas dans Alors. les faits, ça doit être compliqué. C'est pas facile, ça. Donc, faut avoir conscience de ça, quoi. Mais justement, on étudie pour rentrer dans les détails, pour chercher qui nous sommes vraiment. Et quand on décortique, en fait, il n'y a rien. Ce sont les 5 agrégats qui se combinent à chaque fois pour créer des sensations, pour créer des pensées, des émotions. Et quand on connaît quelqu'un de malade, comment on peut l'aider à comprendre ça avec des mots simples? On peut faire, Alors, dans un premier temps, il faut l'amener à accepter la maladie. Si on arrive à amener une personne à accepter sa maladie, ça y est, on franchit déjà un palier. Après, on peut venir peu à peu expliquer ce que c'est, pour que la personne entre plus dans un travail individuel. D'accord? Mais l'acceptation, ça c'était la 5e conférence sur l'acceptation. D'accord? On sait que on a des problèmes, on vieillit, on tombe malade, on meurt, on est séparé des êtres chers ou des objets chers. On espérait des choses et on n'obtient pas, ou on obtient ce qu'on n'espérait pas. Ça, c'est ce que le Bouddha appelle la réalité de la vie. Ok? Et c'est ces domaines-là, lorsqu'on les accepte, parce que c'est comme ça, on n'a pas d'autre choix, c'est comme ça. À ce moment-là, ça y est, si la personne fait le pas d'accepter, on avait dit que l'acceptation résultait de cette compréhension profonde de la nature fondamentale des phénomènes. Comprendre la nature fondamentale des phénomènes, c'est comprendre la nature de l'impermanence, que tous les phénomènes obéissent à une loi. Impermanence, désagrégation, anatta, d'accord? Et ensuite, la loi de cause à effet vient, tac, 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 tout le temps. Si j'ai des 5 agrégats, ils sont déjà potentiellement malades lorsque je suis né. C'est pas possible autrement. C'est pour ça que tout au long de mon existence, j'ai des maladies plus ou moins graves. Et si on revient à vous, madame, tout à l'heure, vous avez parlé du contexte actuel. D'accord? Ben, on est dedans. On vient de comprendre que oui, c'est quelque chose qui sévit le monde entier. Et pour l'instant, on n'a pas d'autre choix que d'accepter que ça vienne comme ça. Mais en acceptant, on n'est pas faible et on n'est pas passif. On reste actif et on domine la situation dans le sens où on n'a pas peur de ce qui se produit, mais on ne se surestime pas non plus, tout en restant prudent dans tout ce que l'on fait. À ce moment-là, lorsqu'on produit un esprit qui accepte, l'esprit va déjà être plus léger à l'intérieur. Et puis vous savez que les émotions finissent par apporter des maladies, à diminuer votre défense immunitaire. Donc si vous voulez vraiment aller bien dans cette période, il va falloir booster l'immunité. Et premièrement, pour booster ça, c'est le contrôle des émotions. Pas de peur, parce que la peur détruit. Vous vous rappelez, à la 4e conférence, on avait parlé du microbiote. Hein, on avait parlé du microbiote, que ça intervenait dans la défense et tout. Et que les émotions négatives ont tendance à affaiblir cette défense. Du coup, pour passer cette période difficile pour tous, dans le monde entier, alors on va travailler le calme au fond de nous, pour aider éventuellement une personne qui panique, qui a peur, parce que nous, on a compris comment ça se passait. Donc, quand on est né, ces 5 agrégats sont potentiellement malades et se dirigent inévitablement vers la mort. Quand on accepte tout ce pas déjà franchi, d'accord, après, c'est plus facile d'expliquer ça pour un travail intérieur et individuel. Voilà. Donc, si je reprends le schéma maintenant dans une situation, dans la vie courante,
suis en train de travailler. Alors C0, il est en train d'être, elle est consciente du corps 0. Je suis en train de travailler. Par exemple, je suis en train de taper sur l'ordinateur. Alors ça, c'est égal au travail. Quelqu'un entre dans mon bureau et commence à me parler mal. Alors ça y est, je quitte mon corps pour que C1 vienne dans une émotion. Telle que, par exemple, agacement. Ça y est, je m'agace. Si je ne me vois pas être agacé, alors je vais poursuivre l'agacement. Comme ici, à chaque fois, il y a l'échelle du temps qui se poursuit. Alors là, l'agacement suit l'échelle du temps. Quand je ne travaille pas la conscience juste, je ne saurais pas m'arrêter. Et j'enchaîne. Et j'enchaîne. Après ça, si la personne sort, C2 va venir agripper, par exemple, à la mémorisation de la personne qui vient d'entrer, qui m'a agacé. Et là, ça y est, j'ai l'image de la personne en tête, et elle continue à m'agacer. Alors je retourne dans les émotions telles que l'agacement avec C3 et émotion 3. Vous comprenez? Et je fais ça toute la journée. Toute la journée. Et c'est pour ça que quand je rentre à la maison, la maison matérielle, je suis fatigué, je suis épuisé par l'agacement, par l'énervement, par le stress, par la peur, par l'angoisse, je ne sais pas quoi. Mais lorsqu'on a appris à travailler avec ça, une séquence à la fois. Maintenant, j'essaie de voir l'esprit. D'accord? J'essaie de voir l'esprit en train de partir. Eh bien, lorsque je suis à C1, émotion 1, tout de suite, je vais raccourcir le temps ou la durée de l'agacement. Je vais rompre ici. Je vais rompre ici. Et quand je vais rompre ici, au lieu d'aller dans la mémorisation de la personne qui m'a énervé ou agacé, je reviens ici tout de suite dans C2 et corps 2. Est-ce que vous comprenez? Et là, je viens de rompre les émotions. Ce qui veut dire que celui qui est agacé appartient au passé. Celui qui revient au corps vient dans le présent. Une personne me met la pression au travail, alors je ressens de la pression ou de l'angoisse. On est toujours dans ce cas. Si je ne vois pas l'angoisse, alors je continue encore dans l'échelle du temps à m'angoisser tout au long de la journée et peut-être encore la nuit. Mais dès que j'ai pris conscience, je reviens là, dans le corps, et l'angoisse disparaît. Mais il y en a qui me disent, oui, je reviens dans ma respiration, mais je continue à m'angoisser. Pourquoi? Parce que ça repart. Tout simplement. Parce que ça repart là, dans toute cette chaîne. Par exemple, on reprend une émotion et on mémorise la personne qui nous a fait peur, qui nous a angoissé, et ainsi de suite. Donc du coup, je reviens là, mais un laps de temps très court, et je repars encore. Donc du coup, je passe mon temps à remémorer la situation avec la personne en question, et les émotions qui vont avec. Oui, madame. Est-ce que, par exemple, dans une situation qui peut être angoissante, quelque chose comme ça, il ne faudrait pas noter le truc, et après on n'y parle plus, et puis le moment, on trouve le moment pour réfléchir, mais dans un moment constructif, ce qui fait qu'on n'est pas mentalement, qu'on a l'esprit qui... Vous avez le mot alimenter. Vous voyez, vous alimentez le mental. Lorsque vous alimentez le mental, vous continuez à créer C3, 4, C4, C5 tout au long de la journée. Donc votre but, si vous savez tout de suite que, hey, je reviens là, dans ma grotte. Je reviens dans ma grotte, et quand je reviens dans ma grotte, je vois l'émotion. Je vois celle qui était angoissée, par exemple. Quand je vois celle qui est angoissée, ça veut dire que je ne suis plus angoissé, parce que je la vois angoissée.
Du coup, je deviens la personne dans le présent qui n'est plus angoissée. Mais parfois, ça peut être parce qu'on a un souci, en fait, et du coup, il faut quand même le résoudre, ce souci. Oui, Donc, mais le fait de noter, de dire, c'est pas le moment, je ne peux pas m'occuper de ça, de ça, de ça. Je le note dans un papier, par exemple. oui. Et je revois un temps. Pourquoi pas? À ça, et là, Voilà, pourquoi pas? Chaque chose en son temps. voilà. D'accord? Chaque chose en son temps. C'est possible aussi. C'est possible aussi. Ou sinon, quand j'ai un problème, j'ai pris conscience que j'ai un problème. Quand j'ai pris conscience que j'ai un problème, je le laisse de côté. Parce que comme vous dites, ce n'est pas le moment de régler le problème là. Parce qu'il y a des choses plus urgentes à faire. Donc on va prioriser ce qui est urgent. Donc on va arrêter tout de suite les émotions qu'engendre le problème. Et on verra ce soir quand on aura terminé le travail. On va voir ça. Voilà, donc on va aussi utiliser les séquences. D'accord? Donc on ne fait plus en sorte que ça dure dans le temps. Parce qu'on sait que maintenant ça marche par séquence. Donc, deuxièmement, dans cette situation, il y a des gens qui me disent encore, oui, quand je reviens dans la respiration, puis après je repars encore. Pourquoi? Alors on avait dit que ça partait vite, vite, vite encore. C'est que lorsque je suis ici, d'accord, et que je reviens là, je n'étais pas content de moi. Je n'étais pas content de moi parce que j'étais agacé. Donc j'ai vu la conscience qui était agacée, et je dis, zut alors, pourquoi je n'ai pas réussi à choper tout ça avant? Et bien là, je deviens insatisfait de la non-possibilité d'interrompre le courant avant. D'accord? Et ça peut amener aussi des gens à continuer et à produire une prolongation avec des émotions, des pensées, des émotions, des pensées. Est-ce que vous voyez le schéma maintenant? Donc il faut lâcher prise en fait. Il faut lâcher prise, c'est ça? En fait, il n'y a rien à tenir. Oui, non mais lâcher prise, ça veut dire qu'il faut arrêter de... Quand on identifie les sources de stress ou de pression, bon, déjà c'est qu'on est peut-être dans une dimension de compréhension aussi des choses, peut-être aussi, qui amène à un moment donné à se mettre dans un état voilà, une pression qui arrive là. Quand on arrive à identifier ça, après on peut aussi utiliser d'autres outils, l'évitement ou justement pour éviter d'alimenter ce côté-là, la pression. Est-ce que vous voulez éviter la situation, c'est ça? C'est possible ça? C'est comme quand vous voulez éviter une personne. Un temps ça dure. Et quand la personne ou la situation se représente, eh bien ça y est, c'est reparti. Ça veut dire que vous n'avez pas traité la cause de la maladie. Vous vous rappelez en haut, on avait dit qu'on venait traiter la cause. La cause se trouve dans les 5 agrégats, dans la combinaison des 5 agrégats et des séquences qui se suivent. Donc on va venir rompre la cause. C'est-à-dire, on va venir très vite couper le contact. Alors, du coup, comment on fait quand on est en contact avec quelqu'un justement qui nous met dans une situation de stress ou d'angoisse ou de dévalorisation, enfin des choses comme ça? Comment on peut faire quand physiquement il y a cette personne-là en face? Quand je suis en face d'une personne qui me parle, alors vous dites mettre la pression. Si vous réfléchissez bien, il n'y a pas de pression. La pression, c'est votre façon d'interpréter ce que dit la personne. En fait, il n'existe pas de pression. Si j'ai un supérieur qui me parle fort, avec une intonation désagréable, moi je vais retenir le sens de son message. Mais si je suis blessé par le ton qui est donné, alors celui-ci prend le dessus. Ça y est, moi je suis blessé, parce que l'autre il m'a mal parlé. Comment a-t-il osé? Comment a-t-il osé me parler avec un tel ton, hein? Vous voyez?
Alors, on va revenir développer ça pour comprendre. Oui? Donc ça, en fait, c'est en quelque sorte l'ego qui rentre. À chaque fois. Regardez, on avait développé dans la 3e conférence, vous vous rappelez, sur l'ego ou le moi. Qu'est-ce qu'on avait dit? Alors, l'identification. voilà. Ce que le Bouddha, il appelle les 5 agrégats. Nous, par ignorance, on appelle ça le moi. D'accord? Lui, il appelle ça les 5 agrégats. Mais nous avons été éduqués pour appeler les 5 agrégats moi. Alors, quand je parle de moi, en fait, il faut comprendre qu'il s'agit plutôt de l'image que j'ai de moi. D'accord? C'est une image que j'ai de ce corps, de ses émotions, de ses pensées. Voilà, quand je parle de moi, il s'agit de l'image que j'ai de moi. Et quand je dis, voilà, je suis en train de conduire, je suis en train de téléphoner, moi ça, je projette dans ce discours que je fais ci, je fais ça, je projette dans ce discours, en fait, l'image de ce que je crois être moi. C'est l'image. Vous me suivez toujours? Et cette image, elle se construit à chaque instant. D'accord? Pourquoi à chaque instant? C'est encore des séquences. Cette image se construit à chaque instant lorsqu'il y a une identification au corps. Alors, je m'identifie à ce corps ou à une émotion. Par exemple, il m'a mal parlé. Ça y est, je suis blessé au fond de moi. D'accord? Parce qu'il m'a mal parlé. Alors, je m'identifie à ce corps et ça y est, je suis blessé. Et c'est pour ça que cette image-là, elle se construit à chaque instant à partir de l'identification au corps, aux émotions, aux pensées. Vous voyez ou pas? Et c'est à partir de cette identification au corps, aux émotions, aux pensées que se construit ce qu'on appelle l'illusion du moi. Et cette illusion du moi va donc constituer la base de ce qu'on appelle la fausse idée du moi. Écoutez bien, fausse idée. Fausse idée, j'insiste. Donc c'est une fausse idée, mais il n'y a pas de moi là-dedans. S'il n'y a pas de moi, j'écoute l'intonation et les phrases qui passent par là. D'accord? J'écoute mon chef me parler d'une manière qui n'est pas adéquate. Et que j'écoute sans m'identifier à ce moi. Sans à ce corps, par exemple. Ça coule. Voilà, ça y est, il a compris. Ok? Et à chaque fois que je m'identifie, je me fais du mal. Donc à chaque fois que j'arrive à cesser de m'identifier à cette image que j'ai de moi, qui a mal? Personne. N'est-ce pas? C'est même pas ton chef, tu dis mon chef. Oui, c'est même pas mon chef. C'est les 5 agrégats qui sont devant moi. D'accord? Vous allez voir les 5 agrégats chez les autres aussi. Et cette personne, elle est en train d'être embarquée dans une émotion certaine pour produire une pensée et vous parler de cette manière. Mais laissez-la. Qu'est-ce que ça fait? Quand elle vous parle de cette manière et que vous ne ressentez rien, qui a mal? C'est le chef qui a mal. On ne sait pas s'il a mal. C'est qui le vrai moi? Et on s'en fout. Le vrai moi, il est sans arrêt en train de se désagréger, de renaître. Ben en fait, il n'y a pas de moi. Il n'y a pas de moi. Non. Alors l'erreur dans certains livres qui parlent du moi, c'est que les auteurs demandent
à lâcher le moi. Et alors que le Bouddha, il n'a jamais enseigné à lâcher le moi, puisque pour lui, on n'a pas. Comment pouvez-vous lâcher quelque chose que vous n'avez pas? S'il vous plaît, lâchez la feuille morte qui est dans votre main. Lâchez, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez lâcher si vous n'avez rien? Vous comprenez? Donc lui, il vous demande d'abandonner cette fausse idée. C'est l'idée qu'il demande de lâcher, d'accord? Mais pas le moi, parce qu'il n'y a pas de moi. Est-ce que vous saisissez? Donc quand on cherche à s'attacher à ces cinq agrégats, on se rend compte qu'on est en train de vivre dans le moi. Mais dès qu'on cesse de nous attacher à eux, alors cette idée ou le fondement même de l'idée du moi s'évanouit peu à peu, ou n'existe même pas. D'où la méditation, elle va servir à révéler la réalité de ce qui est faux, comme je vous ai dit tout à l'heure, d'accord? On va voir la réalité de l'illusion de l'ego, c'est-à-dire la réalité des cinq agrégats, tels qu'ils sont, réellement, mais pas comme nous l'avons interprété. C'est clair? Et lorsqu'on arrive à cesser de nous les approprier, ça y est, il n'y a plus de problème en fait dans la vie. Donc rappelez-vous que le moi n'existe pas. C'est une idée qu'on se fait, dont on ne peut pas abandonner ce qu'on n'a pas. Et on va abandonner l'idée, parce qu'on a créé le moi par les pensées. Oui. Mais au final, c'est vachement compliqué parce que depuis qu'on est jeune, c'est la société qui nous conditionne. C'est vrai. Et le monde extérieur Amplifie encore plus. Tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. Donc c'est très difficile de nous en défaire parce que on a mis une couche très épaisse, mais très 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 épaisse, hein, et bien tassée, bien dense. Hein. Et à chaque fois, alors, je vais vous montrer, tout à l'heure, on avait parlé. Ça fait référence, Yang, à la saisie erronée du moi. Oui. C'est-à-dire l'ignorance, le voile qui nous fait ignorer notre... Tout à fait. C'est parce qu'on croit que c'est à nous que tout démarre. Parce qu'on croit que les cinq agrégats sont à nous, que tout ça, ça démarre tout le temps. Alors vous allez lire la première citation. L'inspiration et l'expiration sont considérées comme étant le corps dans le corps. C'est la raison pour laquelle le pratiquant est appelé celui qui voit le corps dans le corps en permanence. Il brûle les impuretés mentales. Alors c'est ça qui est intéressant, il brûle les impuretés mentales s'ils reviennent dans son corps. La couche elle était épaisse tout à l'heure, par l'éducation que nous recevons. À chaque fois que nous revenons dans cette respiration, nous sommes en train de gratter les impuretés qui se sont entassées depuis la nuit des temps. Et, je dirais, amplifiées encore plus par notre éducation dans cette vie. Et à chaque fois que nous méditons, c'est pour ça que le Bouddha vous demande, ne serait-ce que 3 fois par jour, la durée de flexion de mon index. C'est-à-dire prendre conscience, revenir à la grotte. Revenir à la grotte 3 fois par jour, comme quand vous prenez des médicaments. Des fois, vous pensez que c'est facile hein, de venir 3 fois par jour dans la conscience. Mais parfois, on ne revient jamais. Vous observez des gens qui n'ont pas conscience, qui travaillent tout au long de la journée. Ils ne reviennent jamais dans la grotte. Vous venez faire ça? La durée de la flexion de l'index, et bien là, ça brûle les impuretés mentales. Même si c'est peu,
à force de faire que 3 fois, vous allez voir que vous allez commencer à faire plus que 3 fois. Et certainement avec une durée supérieure à la durée d'une flexion de l'index. Puis vous allez faire ça, regardez, puis la conscience va être aiguisée. Et la concentration soutenue. Ça veut dire que rappelez-vous de l'échelle du temps ici. Rappelez-vous de l'échelle du temps ici. Quand vous partez dans une pensée ou une émotion quelconque, lorsque vous apprenez à prendre conscience, à revenir très souvent dans la grotte, c'est-à-dire dans le corps, dans la respiration, eh bien, la durée dans les pensées qui peuvent être malsaines ou néfastes pour vous, ou dans les émotions négatives, ça va s'effacer très vite. Croyez-moi. Si vous faites ce travail au quotidien, vous verrez que dans cette échelle du temps, vous allez venir très vite ici. Et même, peut-être là, au départ de l'échelle du temps. Et c'est pour ça que, dans la méditation, observez que je suis ici. Alors, dans le corps, hein. Conscience, 0, corps, 0. Je médite, je suis dans ma respiration. Lorsque je deviens un pratiquant assidu, d'accord, l'assiduité juste, à quoi elle correspond? Regardez, j'utilise la conscience juste tout à l'heure comme outil, c'est-à-dire le radeau, d'accord? Mais ce radeau qui est fait de mon corps, de mon souffle, c'est-à-dire des 4 éléments, terre, eau, feu, air. Je suis en train de méditer, je démarre dans la respiration. Dès lors que C1 va attraper peut-être une pensée 1 ou une émotion 1, d'accord? Peu importe. Dès lors que, alors on ne parle pas encore de conscience, hein, c'est de l'esprit qui va venir contacter, dès lors que le couple se forme, j'ai déjà pris conscience. Et là, je deviens un militant de première classe. Je vais rompre tout de suite le couple pour revenir à C2 et corps 2. Conscience 2, corps 2. Vous me suivez toujours? On parle de la méditation, donc la respiration pour revenir dans le corps, mais pour avoir du coup, pour favoriser la concentration, donc tout ça avec l'assiduité, est-ce qu'on peut considérer que le jeûne, le fait de jeûner sur une période, peut apporter aussi cette vision et puis la conscience des choses, parce que comme le métabolisme est ralenti et de fait on ne peut pas faire 30 000 choses à la fois vu qu'on est plus... Ça peut apporter un certain apaisement au niveau des pensées, au niveau se permettre de retrouver une certaine activité mentale, où du coup, voilà, on peut observer aussi les choses avec le jeûne. Enfin, ça peut se compléter, je dirais, peut-être avec la respiration et la méditation. Alors, là, il faut expérimenter le jeûne. Certaines personnes souffrent pendant le jeûne. D'autres arrivent à dépasser ces 3-4 jours très très difficiles. Puis ils vous disent qu'ils sont dans un état mental différent, plus léger, plus tranquille dans le corps. Et par contre, je ne sais pas si ils n'ont jamais l'habitude de faire ça, je ne sais pas s'ils vont voir. Hein. Alors, du coup, oui, je pense que cette pratique du jeûne, est-ce que le Bouddha en parlait ou pas? Pas forcément. Non. Alors lui, il a jeûné. Il a fait souffrir son corps parce qu'il suivait les yogis de l'époque en Inde. Il les prenait pour une maître et eux, ils enseignaient qu'il fallait, pour tuer l'ego, faire souffrir le corps et supporter cette souffrance.
et finalement, il n'a pas réussi. Il a failli mourir même. Et là, il a pris conscience que c'était pas ça, c'était pas aller à l'extrême. D'accord? Alors pour moi, on n'est pas obligé de jeûner pour réussir ça. Dans mon expérience personnelle, on n'est pas obligé de passer par le jeûne. Après, du coup, c'est vraiment propre à chacun pour le coup. Et je ne sais pas, je ne sais pas si le jeûne peut amener à voir tout de suite un agrégat qui naît avec une conscience. Peut-être pas ça, alors du coup, plutôt dans le côté... Un bien-être, un certain bien-être. Voilà, Plutôt peut-être. bien-être, parce que du coup, on ne peut pas faire autant de choses, on est obligé de prendre le temps de faire les choses. Et d'être dans l'instant présent aussi, de... Voilà, à l'écoute de son corps, parce que le corps, il souffre là. Déjà, après, oui, mais en fait, bon, après, il y a aussi qu'est-ce qui fait souffrir le corps à un moment donné, c'est peut-être la crise d'acidose et tout ça, et justement, quand le corps comme ça est plus affaibli et où on souffre, ça nous oblige du coup à être beaucoup plus attentifs. Plus en retrait Et, par rapport à tout, là, par rapport à l'environnement, on est en retrait. Pas forcément, enfin, je sais pas. Si on est faible, on ne va pas tenter d'aller marcher à J+7. Alors, on peut marcher, mais à son rythme. À son rythme, très faiblement. Mais quand même, du coup, c'est pas impossible en tout cas. Mais moi, je ne pense pas que ça facilite ce travail qui est de tout de suite voir une émotion, ou avec un esprit. Disons qu'il y a moins d'émotions. Il y a peut-être moins d'émotions. Mais en fait, ils ne voient pas ça. C'est comme, vous vous rappelez, quand on a parlé de la méditation, il y en a plein qui téléchargent des applications pour méditer. Et là, vous partez plutôt dans un calme mental. Mais vous ne voyez pas ça, hein? Parce que pour faire ça, il faut une activité mentale très élevée. Alors, on va partir pas sur autre chose, sur ça aussi, mais dans le monde scientifique. Vous savez que le cerveau émet des ondes hein, qui peuvent être plus ou moins denses selon les activités du cerveau. D'accord? Par exemple, quand je dors profondément, je suis dans les ondes delta. C'est de l'ordre de 0,5 à 4 Hz. D'accord? Ça, c'est dans mon sommeil profond. À un niveau d'activité cérébrale légèrement plus élevé, ça doit être les ondes θ, si je ne me trompe pas. Alors ça, c'est de 4 à 8 Hz. Les ondes θ, c'est un petit peu comme le sommeil léger. C'est comme si c'était le sommeil léger. Ou une méditation dans le calme mental. D'accord? Quand on a utilisé l'équanimité ou le corps, on peut atteindre ce niveau-là, voire ce niveau-là. Donc là, c'est très élevé. Donc on baisse l'activité mentale dans le calme intérieur. À la suite de ça, vous avez les ondes alpha qui doivent faire 8 à 12. Vous vérifierez. Hein. Là, c'est que là, vous êtes dans une relaxation. Vous êtes tranquille chez vous le soir, sur votre canapé, soit vous êtes allongé, soit vous regardez un reportage, un film, tout ça. Vous êtes dans cet état. Ou quand vous faites de la relaxation, quand vous faites de la sophrologie, etc. Voilà, vous pouvez être dans cet état-là. À la suite de ça, vous avez des ondes bêta. Alors, c'est de 12 jusqu'à 30 Hz. Là, vous êtes dans le mode travail. Là, ça pense, ça réfléchit, ça active les neurones. Et dans le cas où le travail devient très intense au niveau du cerveau, vous allez rentrer dans les ondes gamma. D'accord? Dans les ondes gamma, c'est supérieur à 30 Hz. Comme aujourd'hui. Comme aujourd'hui. Alors peut-être que vous êtes au bêta aujourd'hui. Alors là, c'est un travail très intense. Mais les ondes gamma qui produisent plus de 30 Hz, d'accord, de fréquence au niveau du cerveau,
on retrouve ça chez des méditants, ben justement, qui pratiquent ça. Parce que ça demande une vigilance extrême. Vigilance extrême. Sinon, vous ne voyez pas le passage. D'accord? Entre C0, C1, C0 et corps 0, et C1, émotion ou pensée. Vous ne verrez pas passer si vous n'êtes pas vigilant. Donc, un méditant qui entre dans la stabilité de la conscience, dans l'esprit, il arrive ici. Plus de 30 Hz. Donc, c'est une activité mentale très intense. Mais le corps se repose pendant ce temps-là. Le corps se repose parce que tout est calme là-dedans. Seulement, l'esprit devient très vigilant du fait qu'il doit guetter la naissance d'un nouveau couple entre conscience et agrégat. Vous saisissez? D'accord? Donc vous voyez, quand vous relaxez bien, souvent vous êtes dans les alphas, dans les ondes alpha. D'accord? Quand vous faites de la relaxation et tout. Mais si vous êtes profondément, c'est des θ et des ondes delta, là c'est une méditation mais très profonde dans le calme mental. Tout à l'heure, dans les 4 formes de stabilité de la conscience, vous vous rappelez, il y a dans le corps et dans l'équanimité. Les deux là peuvent vous faire entrer dans cet état. Mais quand vous partez dans la stabilité de la conscience, dans l'esprit, puis dans la réalité, ça demande une vigilance, donc vous entrez dans ce monde. Mais quand vous entrez dans ce monde, parfois, la conscience revient dans le mode équanimité ou respiration, pour récupérer en fait. Donc cette conscience va récupérer pendant un temps, dans l'équanimité, puis dans le souffle, dans le corps, tranquillement. Et dès lors qu'il s'est rechargé en batterie, il peut repartir là-dedans. Ok? Voilà. Bon, alors, on va continuer à expliquer ça dans les prochaines conférences, parce qu'on entre plus dans les détails là. D'accord? On entre plus dans les détails. Et pour finir, avant de vous quitter, je vais demander à Marie-Ange de venir, parce qu'elle a vécu quelques années assez difficiles. Elle va vous expliquer ça. Et ce qu'elle a fait pour arriver aujourd'hui à vivre comme elle le fait. Allez. Je vais prendre ça. Je vous laisse le micro là. Vous voulez vous asseoir? Non, ça va aller. Hop. Voilà. Non, c'est bon? Allez, on va rester debout. On fera tout. Bon, eh bien, ma foi, je vais commencer. Parle dans le micro. Oui, mais Il est un peu haut. Il est un peu haut. Ah, c'est bon, c'est bon. Ah, allez-y. donc, je disais bonjour à tout le monde. Et je suis pas grande, c'est peut-être pour ça. Et donc, je vais vous raconter en bref ce qui m'arrive. Donc, j'ai une sclérose en plaques. Et cette chose, bon, ben, moi, j'en parle brièvement parce que j'y arrive pas. Donc, du coup, j'écourte déjà son nom. Et ça me fait du bien quand j'écoute son nom. Voilà. Donc, et je voudrais dire aussi ce que M. Ampassot m'a fait faire et qui me réussit encore maintenant, puisque je continue de le faire. Donc, je vais vous faire un petit résumé de ce que je fais.
Voilà. Donc, j'ai la sclérose en plaques depuis 2005. Je suis suivie par une neurologue pour une CEP, donc sclérose en plaques. Hein. J'ai dû faire des examens IRM encéphalique, ponction lombaire, contrôle oculaire. Une fois ces examens faits, en juin 2006, j'ai été hospitalisée pour mettre en place un traitement de fond. 3 jours de corticoïdes, ce qui n'arrange pas la personne. Au bout du 3e jour, on m'expliquera qu'il faut que je prenne une piqûre d'Avonex une fois par mois, une fois par semaine, en intramusculaire, que je dois faire moi-même. Mais cette maladie, elle m'entraîne des handicaps puisque je suis gauchère et ma main gauche n'arrive pas à suivre. Preuve en est, il y a des fois ma main gauche, elle est comme ça. Bon, avec monsieur Ampasseux, je suis arrivée à pouvoir l'ouvrir, mais ça n'a pas toujours été le cas. Donc voilà. Le vendredi, donc, je fais cette piqûre, mais avant de faire cette piqûre, je suis obligée de prendre un médicament pour pouvoir alléger les effets indésirables. Donc ce médicament, il faut que je le prenne 1 heure avant et 1 heure après. Une fois que c'est fait, je dois faire ma piqûre et je dois rester un peu tranquille puisque cette piqûre-là, il faut tout le temps qu'elle passe. Une fois que c'est fait, bon, bah, c'est très bien. Mais bon, ma main ne me permettant pas de continuer à me faire cette piqûre puisqu'il faut qu'elle soit faite en intramusculaire, je suis obligée de prendre une infirmière. Donc je prends une infirmière et cette infirmière, elle me fait ma piqûre, un coup d'un côté, un coup de l'autre, de manière à stabiliser ma personne en moi-même, puisque faire des piqûres tout le temps au même endroit, ça n'est pas toujours du bien. Voilà. Donc ce traitement-là, j'ai été obligée de le subir pendant 6 ans. Au bout des 6 ans, ma neurologue, elle m'a changé mon traitement. J'étais obligée de prendre une gélule de Gilenya tous les jours à heure fixe. À la prise initiale, j'ai été obligée de voir un cardiologue parce que ce cardiologue, ce médicament, il entraîne des bradycardies. Et j'ai dû donc être hospitalisée aussi pour pouvoir mettre ce traitement en pratique. 6 heures sous endoscope pour pouvoir savoir si je pouvais l'accepter ou pas. Donc pareil, contrôle oculaire, enfin tout ce qui s'ensuit, pour pouvoir continuer à avoir ce traitement. Donc une fois que j'ai eu ce traitement, j'ai été hospitalisée naturellement avant. Mais après, donc en 2016, j'ai dû l'arrêter ce traitement parce que mon bilan sanguin n'allait plus. C'est-à-dire que mes globules blancs, eh ben, ils s'en allaient. Donc s'ils s'en allaient, la personne allait s'en aller avec. Hein. Alors du coup, donc, elle m'a arrêté le traitement et en avril 2017, elle me demande de refaire un autre traitement. Quand j'ai vu tout ça, j'ai dit j'arrête tous mes traitements, je n'en prends plus, et puis je n'ai plus assez confiance en vous. Je dis je vous quitte, vous me donnez mon dossier de suivi médical et je vais voir ailleurs. Donc j'ai été voir un autre neurologue. Et ce neurologue, il m'a laissé pendant donc 2017 jusqu'en février 2018 sans traitement. De là, quand je l'ai vu, il m'a dit comme ça, je vous fais passer une journée en clébocep. La clébocep, donc, c'est une journée que je dois refaire tout un tas d'examens. IRM, échographie, de tout partout, la vessie, les reins, le foie. Et toujours le contrôle oculaire, puisque ça atteint aussi les yeux. Donc, une fois que j'ai eu fait tous ces traitements-là,
il m'a vu 8 jours après. Une fois ça, il m'a raconté que ma sclérose, elle était en stabilité. Donc de là, il m'a dit comme ça, c'est plus la peine que je vous mette de traitement, on vous laisse là comme ça pour l'instant. Donc, mais qu'il fallait que je suive toujours mes séances de monsieur en passe, mes séances de kiné. Donc, pour en venir à toutes mes séances de kiné avec monsieur en passeuse, que je vois depuis 2015, il a réussi à me faire ouvrir ma main. En janvier 2018, il me parle lors d'une séance qu'il faudrait que je mette en pratique ce dont il va me parler. Donc, ce qu'il me dit, j'en perds le... Donc, voilà, c'est-à-dire boire du kéfir, boire aussi... Le kéfir, je le bois et je le mange. Parce que, bon, c'est ce qu'il m'a dit. Il me dit, vous pouvez le manger, donc je le fais. J'en mets dans ma salade, j'en mets dans mes yaourts, j'en mets un peu partout. Mais bon, pour moi seule, hein, parce que mon mari, non, pas question. Donc, du coup, je bois donc le kéfir, je bois aussi un verre tous les matins et durant toute ma journée, une préparation qui consiste à 1 litre d'eau chaude dans lequel il faut y mettre un jus de citron, 2 gouttes d'ail écrasées, 5 grains de poivre noir écrasés et 3 cuillères à soupe de miel. Donc je bois ça pendant toute ma journée. Et il m'a conseillé aussi de manger des légumes bio et des fruits pareils, de manger beaucoup de fibres et de remplacer mon lait de vache par du lait de brebis ou de chèvre. Donc, chose que j'ai faite, parce que tout ce qu'il m'a ordonné jusqu'à présent, vu que ça a marché, j'ai préféré quand même le faire. Dans mes yaourts que je fais moi-même, donc j'ajoute mes graines de lin, mes graines de chia, à ma grande surprise, parce que je peux vous dire que là j'ai été vraiment surprise, j'ai réellement vu un changement incroyable. J'ai perdu du poids en considération comme jamais je n'aurais pu croire perdre du poids comme ça, rien qu'en faisant ce qu'il m'a dit. Parce que bon, on imagine des fois qu'il faut faire des régimes et tout ça. Moi j'ai dit les régimes, j'en fais pas. Et donc j'ai écouté ses recommandations et j'ai perdu pas mal de poids. Voilà. Bon, lors de la conférence mars 2019, il nous a parlé du suivi de l'urine. Là, voilà. L'élixir de jouvence. Est-ce que vous le faites vous-même? On l'a fait. Vous continuez? Et pourquoi? Eh bien, dites-vous que moi, je continue à le faire. Voilà. Donnez la posologie, s'il vous plaît. La posologie. J'en bois un verre tous les matins. Et après? C'est quoi? Un verre d'urine. Là? D'urine. D'urine. Amaroli. Amaroli. C'est ça. J'ai donc essayé, puisque bon, quand il m'avait demandé si je la buvais, je lui avais dit non. Et il m'a demandé pourquoi au début. Donc je lui ai dit, je ne le fais pas à cause de ma maladie. Et il m'a assuré que je pouvais le faire. Alors je me suis dit, j'ai toujours confiance, je vais le faire. Et de là, donc je continue à le faire. Mais avant que je ne qu'il me dise de faire ça et que je le fasse, je lui avais parlé d'une douleur que j'avais dans ma tête. Eh bien, dites-vous bien que cette douleur, aujourd'hui, je ne l'ai plus. Suite à l'urine que je bois. Je regarde la dame là-bas. Il faudrait faire une étude. Randomisée en double aveugle, si je peux me permettre. Donc j'ai donc essayé, et ce que j'ai fait aussi, je l'ai fait pour mes yeux, parce qu'avant que je ne le fasse pour mes yeux, j'avais de la tension oculaire.
Et donc, l'ophtalmo, il m'avait donné des gouttes pour mettre dans mes yeux. Comme je lui en ai parlé à monsieur Passeut, il m'a dit comme ça, laissez tomber le médicament et puis essayez avec l'urine. Eh bien, aujourd'hui, j'ai plus de tension oculaire. C'est magique. Voilà, voilà. Vous n'avez pas de conflit d'intérêt avec monsieur Passeut? Non, pourquoi? Je l'utilise aussi pour ma peau, parce qu'elle m'hydrate la peau. J'avais une peau très sèche. Aujourd'hui, je peux vous dire que j'ai la peau douce. Et c'est l'urine du matin que vous pouvez? Pas la première. Hein. Non, la première urine, c'est celle que je conserve pour pouvoir justement me nettoyer la peau, pour pouvoir... mais celle que je prends, celle d'après. Voilà. Et je continue toujours, et quand j'en ai parlé à tous ceux que je vois, mes copines et tout ça, eh ben, elles n'y croient pas, elles me disent que c'est pas possible. Tellement bien qu'il y a mes copines, quand elles en parlent à leurs autres copines, eh bien, elles demandent mon numéro de téléphone. Pourquoi elles vous appellent? Comment? Elles vous appellent une fois qu'elles ont votre numéro de téléphone, est-ce qu'elles vous appellent? Oui. Alors, pour vous dire quoi, si c'est pas indiscret? Eh ben, parce que justement, elles veulent savoir ce que ça fait. Les effets que ça peut me faire. Vos copines ne croient pas aux vertus de l'urine, mais les copines de vos copines, elles, sont interpellées. Elles sont interpellées, oui, justement, pour savoir l'effet que ça fait. Donc, chose que j'ai faite avant qu'elle ne me téléphone, cette personne-là, je lui ai carrément envoyé mon petit discours. Et du coup, elle m'a appelé et elle m'a dit comme ça, bon, je ne vais pas commencer par l'urine, je vais commencer par le kéfir et tout ça, et puis l'urine, on verra après. Parce que, bon, ben, elles sont quand même encore réticentes. Voilà. Elles sont quand même encore réticentes. On n'a pas résisté longtemps, quand même. Hein. On n'a pas résisté longtemps. Si vous voulez mettre un titre, c'est la thérapie pipi. Excellent. Je n'ai pas le loupé. Ben, moi, de toute façon, je le fais, et puis bon, ben, moi, je trouve que je suis mieux depuis que je fais tout ça. Tout ce qui me dit de faire, parce que j'ai confiance en lui. Hein. Je ne le fais pas avec n'importe qui. Je ne le fais pas avec n'importe qui. Non, peut-être pas quand même. Mais je ne pense pas qu'il viendra jusqu'à là. Le Bouddha l'a fait. Oui. Oui, ça y est. Voilà. C'est bon. Donc, Merci pour vous dire à tout ça, je leur remercie beaucoup. Je remercie mes enfants et tout ça pour m'avoir obligé, enfin, pas vraiment obligé, mais de m'avoir dit... encouragé. Voilà, de parler. Chose que j'ai fait. Mais vous pouvez continuer à boire l'urine, c'est pas mauvais. Pour finir, vous voyez, c'est pas pour tirer la couverture à moi, c'est pour vous démontrer que la santé, c'est un ensemble de plein de disciplines qu'il faut mettre en place pour que le corps puisse se régénérer. Donc vous voyez que ces 5 agrégats font du très bon travail, produisent l'élixir pour qu'elles deviennent mieux qu'avant, d'accord? Et vraiment, c'est parce qu'avec le kéfir, avec les légumes, les fibres, elle a pu changer la variété des microbes qui sont dans les intestins. Et ces microbes ont des influences au niveau neuronal. Et c'est pour ça qu'avec la sève, ça a réparé. Alors, sans oublier une chose majeure, c'est que cette dame
elle était beaucoup dans les émotions. Elle partait très vite. Et depuis qu'elle a suivi les conférences, elle fait un travail intérieur qui a fait avancer pour calmer. Et ce calme aussi a un pouvoir sur le microbiote. Donc en fait, on converge toutes les disciplines pour enrichir les variétés de microbiote et qui vont avoir un impact sur le cerveau. D'accord? Sinon, tu as des gens qui voulaient poser une question? Oui. Oui, allez-y. Attention, madame. Sa question ne convient pas à votre conférence. Et je voudrais poser le problème. Par exemple, dans la main, je fais la rêve ou cauchemar. Je vois quelque chose pas vraiment. Et dans la vie vraie, le lendemain, je vois cet objet. Je ne sais pas. C'est des rêves prémonitoires. Ça avoir un lien avec quelque chose, je ne sais pas. C'est ma question. Alors en fait, vous voulez connaître en fait, le lien entre les rêves et la réalité dans la vie. Alors, ça me rappelle en fait un livre que j'ai lu dans le yoga tibétain qui est lié aux rêves. Et ils disent que dans cette pratique, ils peuvent retrouver ce que les rêves peuvent amener plus tard, hein, les rêves prémonitoires, peuvent amener plus tard dans la vie. Donc, personnellement, je n'ai jamais eu d'expérience. Donc je ne peux pas vraiment vous expliquer comment ça peut marcher. Il faudrait, vous voyez, que vous fassiez beaucoup de méditation. Et vous verrez que lorsque l'esprit deviendra plus calme, les rêves vont pratiquement s'effacer. D'accord? Vous aurez de moins en moins de rêves, et s'il y a des cauchemars, vous verrez que c'est encore mieux. La méditation, lorsque vous faites ça très souvent, et que vous arrivez à voir naître et mourir, et sans vous identifier à ce qui naît et meurt, hein, ne pensez pas que tout ça c'est vous. Vous commencez à lâcher profondément toutes ces couches que vous avez tenues. Et à ce moment-là, vous verrez que les rêves vont diminuer en nombre et aussi en qualité, mauvaise qualité, je dirais, hein, si c'est des cauchemars. Par exemple, la semaine dernière, j'ai vu qu'un volcan est explosé. Oui. Et aujourd'hui, je vois dans une information. Oui. Volcan est réveillé. Oui. C'est peut-être une antenne, c'est ça. Je suis devenu fou. Non. Alors après, il faut après faire une succession d'études sur vos rêves et la réalité. Si est-ce qu'à chaque fois vous rêvez, ça se révèle plus tard dans les faits ou dans les événements. Il faut voir ça. Alors on vous retrouvera dans quelques mois et on en reparlera. D'accord ? Merci à tous de votre attention. Merci bien.